La crise de Cuba de 1962 est généralement présentée comme le pic de tension de la guerre froide, le point où le risque d'un conflit ouvert entre les États-Unis et l'URSS a été le plus proche, et avec lui la menace d'une troisième guerre mondiale et de la destruction d'une partie de la planète par les armes nucléaires. Dans cette vidéo, nous allons résumer les causes, le déroulement et les conséquences de cette crise majeure du XXe siècle. Voyons d'abord le contexte. En 1962, la guerre froide atteint son paroxysme. Le terme guerre froide désigne le conflit engagé entre les États-Unis et l'URSS dès 1947. Il fait référence au fait que cette guerre n'a jamais donné lieu à des combats directs sur les territoires des deux grandes puissances, et la guerre froide a eu pour terrain les domaines économiques, culturels et diplomatiques, traînant cependant toujours derrière elle la menace d'une escalade militaire. Les causes de ce conflit sont principalement d'ordre idéologique, les États-Unis et l'URSS représentant chacun un modèle et un projet de société opposés. Alors que les Américains se présentent comme les défenseurs du monde libéral, et sans vraiment le dire nommément du modèle économique capitaliste, les Soviétiques se présentent comme les défenseurs du communisme et de ce qu'ils nomment la démocratie populaire. Cette opposition idéologique a été formulée par les doctrines Truman et Jdanov durant l'année 1947, généralement prises comme date du début de la guerre froide. Dans les années suivantes, chaque puissance constitua un bloc politique, militaire et économique dans l'objectif de contenir l'influence de l'autre puissance. C'est la naissance du monde bipolaire, un monde divisé dans lequel les pays doivent choisir leur camp de leur propre volonté ou par la force. Dans les années 50, plusieurs conflits éclatent dans des pays agissant comme des terrains d'affrontement entre États-Unis et URSS. La Corée d'abord, entre 1950 et 1953, puis le Vietnam à partir de 1955. À la fin de cette décennie, chaque puissance s'est armée de manière presque démesurée, davantage pour faire office de dissuasion que pour réellement engager des frappes militaires. Cependant, la menace est grande car la capacité de destruction des armées n'a jamais été aussi élevée. Et au début des années 60, URSS et États-Unis ont chacun le potentiel pour détruire plusieurs fois l'humanité avec des missiles nucléaires. C'est dans ce contexte très incertain qu'éclate la crise de Cuba en 1962. Comment s'est déroulée cette crise maintenant ? Depuis 1959, Cuba est devenue une île communiste suite à la révolution menée par Fidel Castro pour renverser le dictateur pro-américain Batista. Depuis cette date, les États-Unis tentent de déstabiliser le nouveau régime cubain, jugé menaçant pour leur territoire compte tenu de sa proximité géographique. Les Américains essayent une première fois de renverser Castro par une opération secrète orchestrée par la CIA, le débarquement de la baie des Cochons en avril 1961. Mais cette opération est un échec car Fidel Castro conserve le pouvoir, affirme le caractère socialiste de son régime et se rapproche désormais des soviétiques pour obtenir une protection face aux géants américains. Nikita Khrouchtchev, devenu le dirigeant de l'URSS après la mort de Staline en 1953, assure une assistance et une protection au régime cubain, par ailleurs soumis à un embargo américain depuis le début de l'année 62. Khrouchtchev resserre son alliance avec l'île et entreprend de la soutenir militairement en envoyant au début de cette même année 62 une flotte de 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires et 4 sous-marins. C'est l'opération Anadir, menée elle aussi en secret. Mais les Américains, soupçonneux, pratiquent des missions de surveillance et de reconnaissance sur Cuba, comme celle du 14 octobre 1962, où un avion espion repère des sites d'installation de missiles soviétiques sur le sol cubain. Et ces installations menacent directement le territoire et la population des États-Unis, car les missiles, d'une portée intermédiaire, sont en mesure d'atteindre les côtes américaines et même de grandes villes comme Miami, la Nouvelle-Orléans ou encore Houston. Cette découverte est le point central de la crise de Cuba. Suite à cela, Kennedy, président américain depuis 1961, prononce un discours télévisé resté célèbre du 22 octobre 1962, dans lequel il somme les soviétiques de démanteler sans délai leurs installations, sous peine de représailles. Il établit également un blocus total autour de l'île pour empêcher tout ravitaillement depuis l'URSS. Or, les soviétiques avaient déjà envoyé plusieurs navires de soutien, et les sous-marins nucléaires stationnaient déjà dans la zone. La puissance de feu des Américains et des Soviétiques ne s'était jamais retrouvée aussi proche l'une de l'autre et dans un tel état d'alerte. Pendant près d'une semaine, le monde retint son souffle face à la menace d'une escalade militaire et de frappes nucléaires qui acterait le début d'une troisième guerre mondiale. Et c'est finalement le 26 octobre que Khrouchtchev fit connaître ses revendications aux États-Unis pour accéder à leur demande, à savoir leur promesse de ne plus tenter d'envahir l'île de Cuba et de retirer les missiles américains qui avaient été, eux, installés en Turquie en 1961, ce que Kennedy accepta.
Le 29 octobre, Khrouchtchev annonce officiellement le retrait des installations militaires soviétiques à Cuba, et la crise se termine sur une résolution diplomatique qui évite au monde une destruction dont on peine encore aujourd'hui à imaginer quelle en aurait été l'ampleur. Pour finir, quelles ont été les conséquences de cette crise ? Événement ponctuel dans le cadre d'une guerre idéologique qui dura près de 5 décennies, la crise de Cuba n'en eut pas moins des répercussions majeures directes et à plus long terme. D'abord, elle fut l'occasion de tester les potentialités et les limites de la négociation et de la diplomatie en situation d'urgence. À ce sujet, les capacités de discussion des deux dirigeants furent par la suite saluées par les observateurs, notamment du côté de Kennedy, qui était poussé par plusieurs hauts responsables de l'armée d'utiliser la force. Mais au contraire, il garda cette éventualité comme le dernier recours jusqu'à la résolution de cette crise. Néanmoins, pour éviter la répétition d'un tel événement et permettre des capacités de réaction plus rapides, de nouvelles techniques diplomatiques furent créées après cette crise, notamment l'établissement d'une liaison directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, connue sous le nom de téléphone rouge. À plus grande échelle et sur le plus long terme, la crise de Cuba marqua le début d'une période d'apaisement des relations entre les deux puissances connue sous le nom de détente. La détente qualifie la période de la guerre froide s'étendant de 1963 à la fin des années 70, une période lors de laquelle les États-Unis et l'URSS ont cherché à réduire les risques d'escalade militaire et à ouvrir davantage de dialogue. Deux actes peuvent être retenus comme emblématiques de cette période. D'abord la signature du traité de non-prolifération nucléaire en 1968 et l'acte final d'Helsinki de 1975, aussi appelé la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, une instance de coopération et de négociation entre les blocs américains et soviétiques. La détente se termina à la fin des années 70 avec un regain de tension consécutif à la crise des euromissiles, à l'invasion soviétique de l'Afghanistan et à l'arrivée de Ronald Reagan à la tête des États-Unis. Quant à Cuba, l'île demeura sous le contrôle du régime socialiste de Fidel Castro et continua de subir les sanctions économiques américaines, et notamment l'embargo qui avait été décrété sur l'île en 1962 et qui persista durant les décennies suivantes, faisant de Cuba une île partiellement coupée de la mondialisation, ce qui a en même temps favorisé le développement d'une culture et de modes de vie uniques qui ont par la suite fait sa spécificité et son identité. De